Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Venez avec moi dans cette soirée autour du feu. Marchons au milieu de la forêt à la tombée de la nuit. Installez-vous confortablement pendant que je prépare le feu et écoutez attentivement les threads d'horreur qui vont suivre. Ils pourraient vous faire frissonner. La première histoire, c'est celle de Janelle, une fille de 21 ans, étudiante sur l'île. Lasse de ne pas trouver le grand amour, elle se décide à perdre sa virginité avec son meilleur ami. Elle trouve ensuite quelqu'un, seulement pour des plaisirs charnels, qui est fantastique, avec qui elle s'entend à merveille sur tous les plans. Cela dure 3 mois. Ensuite, sonne l'heure d'arrêter cette relation pour Janelle, car comme elle le dit, elle est encore amoureuse de son ex. À la suite de ça, elle fait sa première tentative de suicide, direction les urgences, puis le CPAA, qui veut dire Centre Psychiatrique d'Accueil et d'Admission. En fait, Janelle est en dépression depuis quelques mois, sous traitement, avec un fort penchant pour l'alcool. Par la suite, elle décide de s'inscrire sur des applis de rencontres. Quelques semaines après sa sortie du CPAA, elle match à foison pour faire de nouvelles rencontres et surtout oublier son ex. Elle rencontre toujours les mecs chez elle pour un premier date parce qu'elle n'a aucune expérience et que c'est ce qu'elle avait fait pour son tout premier rendez-vous. Un beau jour arrive où elle match avec un mec, appelons-le Mathieu. D'après elle, Mathieu n'est pas très beau, il a une dégaine de teufeur et quelques kilos en trop. Mais elle explique, selon ses dires à nouveau, ne pas être Beyoncé non plus, donc elle match. Ils rigolent un peu, ils ont quelques goûts en commun, etc. Bref, tout se passe bien. Il lui donne quelques infos perso, comme son adresse, même si elle ne sait pas si elle est vraie, l'endroit où il travaille, ou plutôt son ancien travail, car il vient de se faire virer. Boulot ou pas boulot, elle s'en fiche. Elle ne veut pas faire sa vie avec lui de toute façon. Elle lui explique tout, qu'elle est fragile et qu'elle sort d'une espèce de clinique psy, qu'elle est dépressive, etc. Tout ça uniquement dans le but de lui faire comprendre qu'il ne faut pas jouer avec elle. Elle lui dit également que ce qu'elle cherche, ce n'est pas quelque chose de sérieux, mais quand même avec de la discussion, de la complicité, des câlins, etc. Et pas juste un coup en 20 minutes et c'est plié. Il lui assure que c'est ce qu'il cherche lui aussi, et qu'il est d'ailleurs très câlin. Parfait pour Janelle. Après seulement 1 ou 2 jours de discussion, ils conviennent d'une date pour se voir. Soirée Morito chez elle, et lui ramène de quoi fumer. Mathieu arrive, il n'est franchement pas terrible, selon Janelle. Il a un aspect sale, avec des cheveux gras et le t-shirt taché. Un style d'ado qui cherche encore malgré ses 26 ans, d'après elle. Pas vraiment son style, mais elle cherche désespérément de la compagnie. Elle lui propose de faire les verres pendant qu'elle choisit un film à la télévision. Il s'exécute et passe du côté cuisine pour préparer 2 mojitos avant de la rejoindre dans le canapé. Ils discutent un peu et les discussions de Mathieu n'intéressent pas vraiment Janelle. Elle boit en espérant que ça animera un peu plus la soirée. Sauf qu'après ça, début d'un trou noir sur 3 jours. Selon les dires de notre cher Mathieu, ils ont ensuite bu et fumé en regardant un film avant de passer dans la chambre. Elle se rappelle vaguement être nue sur son lit et le voir habillé au-dessus d'elle, en train de la regarder avant de tourner les talons et de claquer la porte. Pendant la première nuit, son téléphone se décharge. Son réveil ne sonne pas. Elle est absente au rendez-vous d'un groupe de travail, alors ses amis s'inquiètent et l'appellent. Elle n'arrive pas à la joindre. Alors elle contacte sa sœur, mais elle tombe aussi sur sa messagerie. Les filles viennent en bas de chez elle et sonnent encore et encore, mais pas de réponse. Elles appellent alors les pompiers qui réussissent à ouvrir la porte du bas, mais pas la porte de son appartement. Ils frappent à la porte en appelant et elle finit par ouvrir. Vêtue d'un plaid pour cacher sa nudité, elle les regarde avec incompréhension. Les pompiers concluent qu'elle est tout simplement en pleine gueule de bois et se cassent pendant que ses amis l'aident à s'habiller. Elle pense également qu'elle a trop bu. Elle remarque que son corps est couvert de bétadine jaune sur les bras, les jambes, le ventre, etc. Janelle leur dit qu'elle s'est brûlé le bras hier et qu'elle a voulu se soigner, mais aucune trace de brûlure ou d'une quelconque marque sur son bras. D'ailleurs, elle ne possède même pas de bétadine. Ses copines embarquent son chat et la ramènent chez l'une d'elles, puisqu'elle est dans un état comateux. Janelle a du mal à parler. Elle a l'air complètement ailleurs, comme anesthésiée, et elle semble même avoir du mal à réfléchir. Le lendemain, sa sœur vient la chercher pour qu'elle reste chez elle quelques jours. Tout le monde est persuadé qu'elle a essayé de se suicider avec des médicaments et de l'alcool. À force de se plaindre de douleurs au niveau de la vulve et de perte de sang, sa sœur l'emmène à l'hôpital. Elle leur explique avoir eu des rapports potentiellement non protégés puisqu'elle était inconsciente,
S'ensuit le vaccin contre l'hépatite B, prélèvement anal et vaginal, prélèvement de cheveux et plein d'autres choses. On lui conseille de porter plainte et on la redirige vers les urgences gynéco. Le lendemain, elle reprend enfin connaissance doucement. Ses proches le voient tout de suite. Elle est un peu plus vive et ses propos sont cohérents. Vient maintenant le rendez-vous aux urgences gynéco. On lui fait des prélèvements et on lui donne un traitement préventif pour le sida. Pendant une semaine, elle enchaîne les rendez-vous de prélèvement de sang, d'urine, etc. Elle va porter plainte avec le témoignage de ses amis qui l'ont retrouvée chez elle, ainsi que sa sœur qui s'est occupée d'elle. Après en avoir parlé autour d'elle à des gens de son âge, des plus âgés, mais surtout avec le personnel médical et avec la police, le terme trafic d'organes a été plus qu'évoqué. Ils pensent que le mec s'est dégonflé au dernier moment, car Janelle a toujours tous ses organes. Malgré sa plainte, ses draps pleins de bétadine, ses sous-vêtements arrachés et le sang qu'il y a sur la porte de son appartement, ce qu'elle n'explique toujours pas aujourd'hui, son agresseur n'a rien eu, et elle ne saura jamais ce qu'il s'est vraiment passé et ce qu'il voulait vraiment. Elle tient à préciser qu'elle avait l'habitude de boire et de fumer, en plus de son traitement, et qu'elle n'avait jamais eu un trou noir de 3 jours. Elle est quasiment persuadée qu'il a mis quelque chose dans son verre. Alors faites attention, on ne le dit jamais assez, mais quand vous partirez d'ici, si vous matchez avec quelqu'un sur une application de rencontre, soyez prudent. Surtout si vous voulez garder vos organes. La prochaine histoire, c'est celle de Manon, et elle est étudiante à Montpellier en fac de droit. Elle habite dans une résidence étudiante, comme il y en a des dizaines. Le problème, c'est qu'un soir, il s'est passé quelque chose d'assez effrayant pour elle. Il faut savoir qu'elle habite seule, au premier étage, et qu'au bout de son couloir se trouve une fenêtre qui s'ouvre uniquement de l'intérieur du bâtiment. Sur les coups de 23h50, elle entend quelqu'un toquer à sa porte. Sur le coup, elle ne réagit pas vraiment, elle relève juste la tête, regarde par le Judas, et se fige, attendant de voir si c'est juste son imagination, ou s'il y a bien quelqu'un devant chez elle. Ce n'est que quand elle entend toquer 4 fois à nouveau qu'elle comprend que c'est réel. Elle se relève et se rapproche de sa porte d'entrée, et c'est à ce moment-là que la personne derrière la porte choisit de tambouriner contre celle-ci très très fort. Manon tremble comme elle n'a jamais tremblé de sa vie. Son premier réflexe est d'appeler sa mère. Elle l'appelle donc, en pleurs, et elle lui explique ce qu'il se passe. Évidemment, elle ne la croit pas immédiatement. Ce n'est que quand elle entend l'inconnu frapper fortement à sa porte une nouvelle fois qu'elle la croit. Elle recule alors de quelques pas jusqu'à son lit et reste sans bouger avec sa mère au téléphone. La personne derrière la porte continue de toquer à sa porte pendant 20 minutes, jusqu'à ce qu'il décide de passer à la vitesse supérieure. Autrement dit, il commence à marquer sa porte avec un couteau. C'est quand Manon dit ça à sa mère qu'elle lui dit de vite raccrocher et d'appeler la police. Il est minuit 20 quand elle les appelle et il lui demande seulement son adresse et ce qu'il se passe. Elle leur explique et en guise de réponse, elle a juste droit à un « c'est noté » et il raccroche. Il n'envoie aucune patrouille, aucune équipe. Ils l'ont juste laissé là, avec un potentiel tueur qui martèle sa porte à coups de couteau. C'est un ami à elle, qui est gendarme, qui se déplace pour venir voir si tout va bien. Il vient de finir son service et il décide de passer par son immeuble après que Manon l'ait appelé pour lui demander de l'aide. Il arrive à 1h10 chez elle. Elle lui fait passer ses clés par le balcon, car la porte de son immeuble s'ouvre avec un passe magnétique, et il vient jusque devant sa porte. Elle lui ouvre et c'est à ce moment-là qu'elle constate l'ampleur des dégâts sur sa porte et surtout, il constate le fait que le mec qui s'est acharné sur sa porte est parti par la fenêtre qui se trouve au bout de son couloir. Au moment où elle nous raconte son histoire, c'est le lendemain, et elle va déposer une main courante au commissariat. Ils lui disent que c'est clairement quelqu'un qui la suit, qui l'observe même depuis plusieurs semaines ou qui la regarde de l'extérieur via son balcon la nuit. En entendant ça, elle s'effondre en pleurs en sortant du commissariat. Morale de l'histoire, soyez toujours prudentes mesdames et messieurs, même si malheureusement ce sont plus les dames qui sont touchées par ces phénomènes. Même si vous rentrez de la fac ou des courses ou n'importe quoi, faites attention. Et surtout, utilisez bien, pour ceux qui en ont, l'œillet de vos portes. Parce que si Manon avait ouvert la porte pour vérifier ce qu'il se passait, elle ne sait pas ce qui se serait passé. Et surtout, elle ne sait toujours pas qui était ce mec d'hier soir. La dernière histoire est celle de Lauriane et au moment des faits, elle a 18 ans. C'est un mercredi de décembre, elle revient des cours du matin. Ce jour-là, elle n'a pas cours l'après-midi car son prof est absent. Et son père lui demande d'aller promener son chien, ce qu'elle fait. Arrivée au parc à côté de chez elle, elle détache son chien car il n'y a personne. Elle reste debout pour le surveiller au cas où il aille direction la route. Et là, un homme, elle ne sait pas nous dire environ 55 ans, arrive.
D'habitude, elle ne panique pas trop quand quelqu'un arrive, même si elle préfère être seule dans le parc. Mais là, elle a un mauvais feeling. Elle appelle son chien pour qu'il vienne, elle l'attache, et elle part pour faire le tour des maisons de son quartier. L'homme se met à la suivre, et Lauriane accélère le pas. Elle entend alors quelqu'un siffler, et elle se retourne. L'homme lui fait un signe de main pour lui dire de venir, et en voyant qu'elle ne réagit pas, il commence à courir vers elle, en sortant quelque chose de sa poche. Elle a d'abord du mal à distinguer ce qu'il sort de sa poche, et puis elle voit que c'est une corde. Alors qu'elle court en sortant son téléphone pour envoyer un message à sa meilleure amie qui habite dans la maison au bout de la rue, elle lui dit « Il faut que tu m'ouvres, j'étais en train de promener mon chien et il y a un mec qui court derrière moi avec une corde dans la main. S'il te plaît, dépêche-toi, j'ai peur. » Elle lui répond quelques secondes après et lui ouvre son portail et sa porte. Une fois à l'intérieur, les deux filles regardent par la fenêtre d'une chambre et elles voient l'homme qui essaie d'escalader le portail. Là, elles paniquent énormément et elles appellent la police. Ils leur disent de bien fermer la porte, de ne surtout pas lui ouvrir et qu'ils arrivent dans 5 à 10 minutes. Elles redescendent l'escalier pour fermer la porte à double tour et ensuite elles remontent dans la chambre et elles s'enferment avec le chien de Lauriane. 5 minutes après, elles regardent par la fenêtre et elles voient les policiers arrêter l'homme et eux-mêmes sonnent chez elles. Elle leur ouvre, ils leur parlent un peu et Lauriane finit par rentrer chez elle. Elle ne dit rien à son père. La semaine qui suit, les policiers les convoquent et leur disent que cet homme a pris 35 ans de prison pour viol et meurtre. En fait, si sa meilleure amie n'avait pas été là, elle serait sûrement morte à l'heure qu'il est. N'oubliez pas de remercier vos amis, surtout quand ils vous sauvent la vie. Nous arrivons maintenant à la fin de ces threads d'horreur autour du feu. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Faites attention en quittant la forêt car on ne sait jamais. Si ce n'est pas à vous, qu'un thread d'horreur va arriver. Moi j'éteins le foyer. N'oubliez pas que pour revenir participer à ces threads autour du feu, il faut s'abonner et activer la cloche, mais aussi laisser un petit commentaire, tel un livre d'or, sur l'accueil que je vous ai proposé autour de ce feu. Et bien sûr, n'hésitez pas à parler de ces rencontres autour de vous. Plus on est nombreux, plus on frissonne. Bonne nuit.